Good afternoon and welcome back to Regions. Bonjour ou rebonjour. Cette semaine européenne des villes et des régions qui a lieu toute cette semaine à Bruxelles, au cœur de l'Union européenne. Nous célébrons cette 21e édition de cet événement avec comme slogan des régions prospères, une Europe plus forte. Et aujourd'hui, ou plutôt cet après-midi, nous allons parler de l'innovation sociale. L'innovation sociale, c'est changer la société grâce à l'innovation. Ça consiste à mettre au point de nouvelles idées, à les développer afin de répondre aux besoins sociaux et de créer de nouvelles relations et de nouvelles collaborations. On le voit au niveau des conditions de travail, de l'enseignement et de la formation, de la santé et des services sociaux, du développement des collectivités et même au niveau de problèmes critiques comme la lutte contre la pauvreté et la discrimination. Donc, cela couvre l'ensemble des aspects de la société civile, les milieux universitaires, les entreprises. Je m'appelle Jennifer Baker, je suis journaliste politique, je suis basée à Bruxelles et je vais modérer ou animer cette session. Et j'espère que je pourrai sélectionner les meilleures questions que vous poserez pour les transmettre aux orateurs. Alors, quelques remarques administratives. Des interprètes sont à votre disposition. Vous pouvez donc écouter et parler l'anglais, le français, l'allemand, l'italien, le portugais et l'espagnol. Il suffit de chausser vos écouteurs, de sélectionner le canal que vous souhaitez écouter et c'est parti. Vous pouvez également utiliser Slido, qui est un outil numérique qui nous permet de récupérer vos idées ou vos questions que nous poserons ensuite aux orateurs. Alors, pour cela, il suffit de surfer sur Slido et d'introduire EU Regions Week ou de scanner ce code QR. Alors, ce hashtag EU Regions Week est un hashtag que nous utilisons toute cette semaine pour cet événement. N'hésitez pas à le relayer sur les réseaux sociaux, en dehors de la salle, et n'hésitez pas à continuer à parler de l'innovation sociale en dehors de cette salle. Et si vous souhaitez parler de cette session, utilisez le hashtag Social Innovation, donc innovation sociale, pour faire le buzz dans nos discussions. Parce que nous allons lancer cette session avec deux orateurs à haut niveau qui vont parler de l'innovation sociale dans l'Union européenne et de la politique dans ce domaine, qui vont nous expliquer aussi comment le soutien public peut favoriser l'innovation sociale. Alors, je suis ravie d'accueillir Alexander Ježek, qui est ministre de la Cohésion et du Développement régional en Slovénie. Et nous allons également accueillir le directeur général adjoint à la Commission européenne, responsable de la cohésion sociale, Adriana Šušková. Emploi, affaires sociales et l'inclusion. La DG Emploi. Alors, Monsieur le ministre, Excellence, comme je le disais dans mon introduction, il faut énormément de cohésion et énormément de coopération pour créer de l'innovation sociale. Alors, je vais vous céder la parole. Je sais que vous avez préparé un petit exposé pour nous relater votre expérience, mais vous avez travaillé non seulement en tant que ministre, mais également comme maire. Donc voilà, nous vous écoutons. Merci beaucoup. D'abord, merci pour votre invitation à cet événement. Alors oui, comme vous le disiez, j'ai été maire pendant de nombreuses années et maintenant je suis ministre et innovateur social avec mon équipe à la municipalité précédemment et avec mon équipe au ministère maintenant. Alors je vais vous faire mon discours. J'y ai inclus quelques informations sur l'innovation sociale en Slovénie. Et j'aimerais vous présenter d'emblée mes excuses parce que cette semaine des villes et des régions, c'est aussi l'occasion pour des ministres d'avoir de nombreuses réunions. Et effectivement, moi aussi, j'ai d'autres engagements et je présente d'emblée mes excuses à la directrice générale adjointe. Alors, chers représentants de la Commission et d'autres institutions européennes, chers participants, je suis ravie
d'être avec vous ici aujourd'hui et je suis encore plus ravie d'avoir la possibilité de participer à ce débat sur l'innovation sociale et de pouvoir partager nos meilleures pratiques dans ce domaine. Le socle européen de droits sociaux nous rappelle toutes les occasions et tous les avantages que cette initiative apporte à notre société et à tous les individus, surtout pour les plus vulnérables dans notre société. La politique de cohésion joue un rôle clé dans de nombreux aspects de la vie de nos citoyens. Le Fonds social européen aide les jeunes, les travailleurs et les groupes défavorisés et améliore la qualité des services sur le marché de l'emploi, dans le domaine des soins de santé et dans l'enseignement. La valeur ajoutée de l'innovation sociale, que ce soit au niveau européen, au niveau national, régional ou local, consiste à récupérer les données pertinentes, à les analyser, à mettre en place des projets pilotes et à partager les meilleures pratiques ainsi que les leçons qui ont été tirées entre municipalités, régions et États membres, ceci afin d'atteindre un objectif qui consiste à réduire les écarts économiques et sociaux, les disparités économiques et sociales. En Slovénie, nous sommes fiers de nos innovations. Certaines sont véritablement révolutionnaires, alors que d'autres sont innovantes uniquement dans le contexte national. J'aimerais vous présenter certains des projets que nous avons mis en place avec succès en Slovénie. Nous avons déplacé avec succès 2 établissements de soins de santé avec l'aide des fonds de cohésion. Nous avons offert une nouvelle existence dans l'indépendance à 200 individus qui souffraient de problèmes psychiques en Slovénie, où en général le système se base sur des soins fournis dans un contexte institutionnel. Nous promouvons également la coopération intergénérationnelle en améliorant la qualité de vie des personnes âgées. Ceci grâce à l'aide de volontaires et en mettant en place des soins de santé tout à fait spécifiques qui permettent aux personnes atteintes de démence de continuer à vivre de manière aussi indépendante que possible et active. La Slovénie participe à l'initiative européenne ALMA. Nous fournissons un nouveau départ à de nombreux jeunes Slovènes, y compris ceux qui viennent de contextes très défavorisés, grâce à cette initiative. Garder les talents est un défi considérable pour des régions moins développées et surtout pour les régions qui innovent moins. En Slovénie, nous avons créé un centre des talents, l'objectif étant d'analyser les compétences dans différents domaines des adolescents avant qu'ils se lancent dans leur carrière. Des représentants de l'économie, des établissements de formation et de 5 ministères participent à la préparation de ce projet. Un autre exemple, c'est le projet Poniam. Il s'agit d'un projet qui est mené depuis 2019. C'est un programme dans le cadre duquel les entrepreneurs développent leurs idées commerciales et les mènent à bien en 4 mois seulement avec le soutien de mentors et d'experts grâce à des agences régionales de développement. Ce sont des personnes qui ont des idées commerciales et qui peuvent participer à ce projet, quel que soit leur âge ou leur niveau de formation. Le principal objectif de ce projet consiste à créer de nouvelles entités. Et ceci a permis de donner naissance à 250 entreprises. Nous explorons également différentes possibilités d'innovation socio-économique en Slovénie. Et ceci afin d'intégrer la communauté rome dans la société. Nous souhaitons préserver
nos coutumes et nos traditions. Et les Roms sont très heureux de partager leur culture et leurs coutumes avec le reste de la population lors d'événements gastronomiques notamment. La commissaire Madame Ferreira est venue saluer les Roms avec ces mots. Mais bienvenue. Les Roms leur ont répondu merci et bienvenue dans notre village. Nous aussi, nous payons des impôts. L'objectif, c'est de rassembler les meilleures pratiques et de se baser sur ces meilleures pratiques. Après les innovations dévastatrices, nous voulons absolument développer l'innovation sociale afin de travailler main dans la main avec ceux qui ont été touchés par ces inondations. Il ne suffit pas de construire de nouvelles infrastructures. Nous devons recréer l'espoir et la confiance dans une Europe qui est basée sur la solidarité. J'aimerais conclure en remerciant tout spécifiquement la Commission pour ses efforts constants, pour sa volonté de maintenir la dimension sociale comme étant une des priorités de l'Union. Et j'aimerais la remercier également de nous rassembler comme cette semaine afin de favoriser la coopération et d'améliorer la qualité de la vie dans toute l'Union européenne et pour tous les citoyens européens. Je vous remercie de votre attention. Thank you, Minister. Good luck. Thank you very much, Minister. Well, I think, Merci, Monsieur le ministre. Je pense que le ministre a évoqué un grand nombre de domaines, de défis et d'occasions à saisir. Que fait l'Union européenne pour soutenir l'innovation? Dites-nous ce que vous en pensez et puis nous écouterons les questions. Bonjour, je suis ravie de vous voir si nombreux. Alors c'est ma 13e semaine européenne des régions et des villes. J'ai toujours participé avec grand plaisir à ces débats parce que je pense que l'échange d'informations et de connaissances est déterminant pour prendre les bonnes décisions. Alors vous avez demandé quelle était la valeur ajoutée de l'UE dans le développement de l'innovation sociale. Le titre en dit déjà beaucoup. À l'heure actuelle, le programme politique européen est marqué par la double transition, donc transition numérique et transition verte. Mais on constate aussi des tendances démographiques importantes et des crises majeures qui ont éclaté ces derniers temps. On ne peut pas faire l'impasse sur ce qui se passe. La guerre sévit en Ukraine. Nous remettons tout juste de la pandémie. L'inflation est très élevée dans toute l'Europe. Le coût de la vie augmente. Donc tout le monde est confronté à de nombreux défis au niveau personnel. Les transitions et les changements concernent également le monde de l'emploi, de l'enseignement, de la formation, mais également le monde des services sociaux. Et ces changements ont un impact sur notre comportement en tant que consommateur et que citoyen, et sur la société. Répondre à ces défis nécessite de mettre au point de nouvelles solutions, de nouveaux types d'organisation et de participation de la société civile. Et lorsqu'on nous demande ce qu'est l'innovation sociale, eh bien je réponds que l'innovation sociale, c'est tout ce qui est nouveau, tout ce qui n'a pas encore été fait dans votre région, dans votre pays, ou qui aura peut-être été développé dans une autre région, mais qui n'a pas encore été testé dans votre région ou dans votre pays. Donc, l'innovation sociale, c'est quelque chose de très vaste. Mais quel est le principe de base qui sous-tend l'innovation sociale? Eh bien, c'est de trouver ensemble de nouvelles manières de mettre en place des changements positifs. Voilà le point de départ. Un grand nombre de programmes et de fonds soutiennent l'innovation sociale et je vais commencer avec le FSE+, qui est le principal instrument de financement qui aide les individus et nous avons également un fonds pour l'inclusion qui se concentre spécifiquement sur l'innovation sociale et qui définit des exigences pour tous les États membres. En effet, les États membres
bénéficient d'un cofinancement plus élevé de la part de l'Union européenne. Donc les États membres sont incités à réfléchir aux projets innovants qu'ils souhaitent tester et mettre en place. Et nous les incitons financièrement à le faire. Alors, il y a l'achèvement de la programmation pour la période 2021-2027 et au sein du FSE+, nous avons à peu près 2 milliards sur les 100 milliards du FSE qui sont dédiés à l'innovation sociale. C'est beaucoup et nous pensons que cela permettra de partager un grand nombre d'exemples tout à fait intéressants. Le Fonds social européen Plus, pour la période 2021-2027, comprend un programme qui était déjà géré par la DG Emploi et qui prévoit un peu plus de 100 millions d'euros chaque année pour financer des activités directement en faveur de l'innovation sociale. Il s'agit aussi de se concentrer sur les premières phases de l'innovation sociale ainsi que sur l'expérimentation. Nous lançons des appels à manifestation d'intérêt chaque année. Des consortiums peuvent soumissionner et ainsi mettre en œuvre leurs projets en 1 ou 2 ans. Mais à partir du moment où ces projets ont été réalisés et ont réussi, le défi consiste à copier ou répliquer et à passer à une échelle supérieure. Donc, lorsque de tels projets ont été mis au point et testés, eh bien, ces projets peuvent être mis en œuvre ailleurs, ce qui, nous l'espérons, mènera à un changement systémique et permettra de résoudre certains problèmes existants. Alors, au-delà du FSE+, il y a également la politique régionale de manière plus générale. Il y a le fonds et le programme Interreg Europe qui également finance l'innovation sociale et le programme Urbact qui s'intéresse à certaines régions en prévoyant un financement spécifique pour ces régions. Alors, l'initiative urbaine européenne qui relève du FEDER octroie 450 millions d'euros à l'innovation urbaine. Ceci afin d'encourager les entreprises, les villes qui peuvent développer l'innovation sociale avec la participation active des citoyens, y compris les partenaires sociaux. Donc nous avons un certain nombre de moyens pour fournir un soutien financier, mais il faut nous proposer de bonnes idées. Il faut de bons promoteurs de projets qui accompagneront la mise en œuvre. J'ai parlé du Fonds social européen, qui est une de nos forces, et en l'occurrence, il y a un budget spécifique de près de 200 millions d'euros que nous mettons en œuvre dans le cadre de l'initiative Innovation sociale plus du FSE. Ce programme, qui est géré de manière indirecte, touche l'emploi, l'inclusion sociale notamment, et nous sommes ravis d'avoir identifié une agence en Lituanie qui est devenue notre partenaire dans l'organisation d'un centre européen de l'innovation. Alors, cette agence de l'innovation sociale organise des appels à manifestation d'intérêt pour créer une plateforme d'échange d'expériences et d'échange de connaissances et pour gérer 5 communautés de pratiques auxquelles des États membres peuvent se joindre avec d'autres États membres. Alors, les appels à propositions que nous avons lancés concernent la préparation et la mise en œuvre
de différentes initiatives. Le ministre a dit que c'était là une des priorités. Donc, nous voulons créer un réseau d'États membres, un réseau d'États membres qui travaillera dans ce sens. L'objectif étant de soutenir les jeunes les plus défavorisés, les plus vulnérables, de les soutenir au niveau local dans les États membres et quel que soit leur niveau d'enseignement ou de formation. On veut les aider à identifier leurs centres d'intérêt et on souhaite les guider vers un apprentissage ou un stage dans un autre État membre. Et lorsqu'ils reviennent, on les aide à trouver un emploi, à poursuivre leur formation ou à créer leur entreprise. Donc ça, c'est une initiative très ciblée qui, nous l'espérons, apportera des changements importants aux jeunes qui viennent de contextes socio-économiques défavorisés. L'autre appel à proposition concerne l'innovation sociale pour le renforcement des compétences des jeunes qui ne travaillent pas et qui ne suivent pas de formation non plus. Ce sont les fameux NEETs. En effet, ces NEETs viennent doubler le taux de chômage dans l'Union européenne. C'est un groupe auquel il est difficile d'accéder et qui a précisément besoin d'innovation sociale. Un autre appel à proposition concernera les conséquences pour la société de la guerre en Ukraine. Nous avons un autre appel qui vise à soutenir le renforcement des compétences dans les centres nationaux d'innovation. 23 pays se sont rassemblés en 6 consortiums et ont fait part de leur candidature. Et ces consortiums aideront les bénéficiaires dans le domaine de l'innovation sociale. Et puis il y a encore un autre appel qui vise le chômage zéro et l'emploi à long terme. Comme je le disais, l'agence qui met en œuvre les initiatives dont j'ai parlé gère une plateforme de connaissances qui favorise l'apprentissage mutuel et le réseautage entre les autorités de gestion FSE+. Nous avons également 5 communautés de pratique sur l'emploi, l'enseignement et les compétences, l'innovation sociale, la privation matérielle et d'autres domaines. Donc, cette agence est un partenaire clé dans la mise en œuvre de nos mesures d'innovation sociale. Nous avons également une base de données innovation sociale qui vise à promouvoir le transfert et de connaissances dans ce domaine à travers l'Union européenne. Ainsi, les parties prenantes peuvent mettre en ligne des projets qui ont réussi et entrer en contact avec d'autres promoteurs de projets à travers l'Union européenne. Oui, je sais bien que le temps file, comme toujours d'ailleurs. J'aimerais juste citer 2 initiatives politiques très importantes. Tout d'abord, le plan d'action pour l'économie sociale qui a été adopté en décembre 2021. Plan d'action qui prévoit un certain nombre de mesures destinées à encourager l'innovation sociale, l'économie sociale. Et très récemment, en juin, nous avons adopté les recommandations du Conseil sur le développement des conditions cadres de l'économie sociale, ce qui permettra aux États membres de mettre en place les bons outils législatifs pour favoriser l'économie sociale et l'innovation sociale dans les États membres. Ces recommandations ont été adoptées par le Conseil EPSCO lundi, donc le 9 octobre, avant-hier, et l'adoption formelle aura lieu en novembre. Un des éléments de ce plan d'action, c'est la création d'une plateforme économie sociale. Il s'agira d'un guichet unique pour les ressources dans ce domaine
et qui permettra de trouver la meilleure source de financement lorsqu'on a une bonne idée. Alors voilà, je vais m'arrêter là. Évidemment, j'attends avec impatience les présentations d'excellents projets danois, irlandais et polonais. Et je crois qu'il existe un grand nombre de très bons projets d'innovation sociale qui pourront vraiment faire la différence dans nos économies et dans nos sociétés et qui pourront faire de l'Europe un lieu encore meilleur. Je vais rester sur la scène pendant tout notre débat. Je serai ravie d'entendre vos points de vue, mais également vos questions, bien entendu. Merci beaucoup, merci d'avoir respecté le temps de parole. J'ai toute une série de questions, mais on va poser ces questions un peu plus tard. Nous allons maintenant entendre la position de l'Irlande et de la Pologne. Utilisez Slido pour vos questions, utilisez le hashtag EU Regions et nous aurons la discussion un peu plus tard. Je voudrais maintenant demander aux praticiens de venir sur le podium. Comment est-ce que vous travaillez pour une société plus inclusive en Europe? Je souhaite la bienvenue de Austin Campbell, PDG de Robert Emmet, CDP de Dublin. Next, we have Arkadiusz, who is Nous avons comme deuxième intervenant Arkadiusz Borysiewicz, vice-président de la Fondation pour la science de l'environnement de Pologne. Voilà. Le premier sujet que nous aborderons, c'est l'identification des besoins sociaux et les approches novatrices. Nous allons commencer par le début. Les enseignements tirés par les intervenants seront exposés plus tard. Tout d'abord, une question sur Slido à laquelle vous pouvez tous répondre. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vient à votre esprit lorsque vous pensez à l'innovation sociale? À quoi pensez-vous lorsque vous pensez à l'innovation sociale? La société, la collaboration, l'éducation. Donc, réfléchissez à ce que vous vient à l'esprit. Vous pouvez l'indiquer sur slido.com ou sur vos tablettes si vous nous rejoignez en ligne, ou bien vous pouvez utiliser le code que vous voyez à l'écran. Nous n'avons pas encore de réponse. Il est probablement assez compliqué de trouver un mot pour répondre à ces questions. Le changement d'habitude, c'est une autre façon de l'exprimer. Nous parlons ici de changement. Ce que nous voulons au niveau européen, c'est un changement vert et numérique. Les partenaires sociaux doivent avoir un impact global sur le bien-être. Nous avons entendu ce matin le maire de Liège. Il s'agit donc d'innovation sociale, beaucoup de travail à faire encore en Europe. Nous parlerons aussi de l'intégration de technologies des centres de services pour les citoyens. C'est très important dans le domaine numérique et la coopération, la collaboration, qui sont les mêmes concepts, c'est-à-dire le suivi social, etc. Merci d'avoir envoyé ces notions. Deuxième question. De quoi avez-vous besoin pour stimuler l'innovation sociale? Donc, si nous voulons toutes ces belles choses, la coopération, la co-création, la conception par le public de meilleures solutions, etc., pour arriver à ces résultats, de quoi avons-nous besoin? Vous allez dire, on a besoin de plus de ressources, un financement, etc. Mais est-ce qu'il faut changer également de mentalité? Est-ce qu'il faut des formations, des qualifications différentes, etc.?
Et nous passerons à la question suivante. De quoi avez-vous besoin pour stimuler l'innovation sociale? Je pense que l'on peut mentionner les compétences, la formation, le financement. Oui, bien sûr, un esprit ouvert, des idées, la tolérance, le partenariat. Ce sont des mots qui vont de pair, la création de capacités, c'est les ressources, l'engagement des citoyens, les communautés, le soutien de l'écosystème, changement de mentalité, etc. On peut l'exprimer autrement, c'est-à-dire ouverture d'esprit, idées, etc. Engagement des citoyens, engagement intersectoriel, partenariat, coopération. Je pense que toutes ces choses sont liées entre elles. Parfois, il y a peut-être un certain chevauchement, mais je crois que l'on peut en retirer 5 à 6 idées. Pour une fois, nous ne voyons pas au centre des demandes le financement. Voilà. Je voudrais revenir à vos projets spécifiques. Austin et Arcadius, vous avez des vidéos qui montrent quels sont vos projets. Nous allons commencer avec votre projet. Vous avez participé à 2 initiatives financées par le Fonds social européen et vous avez travaillé au niveau de l'initiative Robert Emmet. Essayons de voir la première vidéo concernant le projet européen. Dublin, sud-ouest, la ville. Robert Emmet a changé le monde totalement. Tout a changé. Nous travaillons avec différents outils. Nous ne sommes pas prescriptifs, nous sommes très ouverts. Nous menons des enquêtes, nous consultons les gens, nous demandons quels sont leurs besoins et sur la base de cela, nous retournons à la communauté et nous concevrons des programmes. Je ne connais pas suffisamment l'anglais, je manque de confiance en moi, je n'ai pas de famille ici. Et je me sentais seule avant d'avoir rejoint la communauté. J'ai été au chômage pendant longtemps. J'ai suivi toute une série de formations. C'est très important pour les femmes. J'ai fait de la couture. J'ai rejoint un groupe de femmes, j'ai une formation sur ordinateur, j'ai fait toute une série de formations, ce qui m'a beaucoup aidé et j'ai acquis de plus en plus de confiance en moi. Dans cette philosophie, on met l'accent non pas sur la charité, mais sur le partage dans la communauté. La communauté doit créer un désir de changement. Il y a longtemps que j'ai pensé aux abeilles et un jour j'ai pu avoir accès à cela. J'ai plus de confiance maintenant. C'est assez étonnant de voir ce que l'on a pu vivre ici au niveau de Robert Emmet. J'ai passé de nombreux moments heureux ici. Très impressionnant, surtout de ne plus avoir peur des abeilles. Nous allons voir maintenant votre vidéo également pour
avoir un aperçu général. Arkadiusz, votre vidéo parle de projets qui ont trait à des applications différentes, partenariats novateurs, accès à des services. J'aimerais savoir plus en détail de quoi il s'agit. Alors, nous allons voir ce deuxième film vidéo. Co to jest pomoc sąsiedzka z nową technologią? W każdym domu możemy stworzyć system automatycznego wzywania pomocy i zorganizować sąsiedzkie wsparcie. Donc, il s'agit d'un système d'appel à l'aide automatique qui fonctionne sans caméra ni micro, mais qui fonctionne avec une surveillance à distance des signes, des paramètres vitaux, comme le pouls, la pression sanguine et d'autres. En cas d'urgence, il y a un signal qui est émis par le biais de l'intelligence artificielle, une personne qui surveille en permanence ces signaux. Et dans ce système de soutien, un algorithme va déterminer qui a besoin d'être aidé, quand et où. Et il y a un report qui est effectué sur la personne qui est venue aider la personne en difficulté. Il peut s'agir d'un voisin ou de quelqu'un d'autre. Et la famille reçoit également une notification d'urgence via une app. Voilà comment fonctionne ce système Good System. Lorsque une personne âgée devient inconsciente, il y a un message qui est envoyé vers le voisin et vers une centrale d'aide. Et la famille de la personne âgée est également informée au sujet de l'incident. Et tout est bien qui finit bien. Grâce à des voisins qui peuvent les aider, le système Good Support devient un système essentiel. Ce n'est pas un conte de fées, c'est grâce aux nouvelles technologies et ça fonctionne vraiment. Dobre wsparcie to taki system, w którym najpierw przygotowujemy. C'est le genre de système que nous fournissons aux voisins avec des outils numériques. Et puis le coordinateur reçoit des rapports automatiques et des informations afin de savoir qui sont ceux qui ont vraiment besoin d'aide. Voilà le bien-être social au XXIe siècle. Grâce à ce système, nous surveillons en temps réel les paramètres vitaux de chaque personne dont nous nous occupons. Et grâce à ces paramètres, nous, infirmiers, nous décidons si nous devons envoyer des personnes sur place ou si l'aide sera fournie par un voisin. Nous sommes ravis d'avoir participé à ce projet. Parce que lorsque nous avons besoin d'aide pour Ola, eh bien, nous pouvons compter sur Evelina. Mais Ola a beaucoup apprécié l'aide d'Evelina. Je fais partie de ce projet. Je suis ravie de m'occuper d'Ola et de soulager un peu sa mère. Nous partons en promenade, nous allons faire du shopping, nous discutons beaucoup. Moi, j'aime beaucoup travailler avec Ola et en même temps, cela me permet de gagner un petit peu d'argent. J'aime bien Evelina. Je fais des promenades avec elle. En ce qui concerne Madame Marzenka, c'est la personne qui s'occupe de moi et j'en suis vraiment très très heureuse. Elle m'aide à faire un grand nombre de choses, à faire les courses notamment. Et nous parlons beaucoup parce qu'elle vient me rendre visite plusieurs fois par semaine. Et je me sens vraiment prise en charge de tous côtés. Ce sont de très beaux exemples de types différents, mais je pense que le résultat entraîne une inclusion sociale. Nous allons revenir au projet Walking Shoes et BEEF, qui sont le résultat d'un processus de consultation. Alors, comment est-ce que ces consultations vous ont amené à ce projet et comment avez-vous pu faire remonter les réflexions du bas vers le haut? Comment avez-vous pu établir les besoins de la communauté
Tout d'abord, je voudrais vous remercier de m'avoir invité. Je suis heureux d'être ici et de me sentir partie de quelque chose de beaucoup plus grand, de faire partie d'un projet. Toutes les choses que nous faisons, on les a vues dans le film vidéo. Nous avons une série de projets. Nous travaillons au niveau de l'économie sociale. Nous avons des projets d'éducation des jeunes, des projets dans le domaine du logement. Nous évaluons les besoins de base. Nous avons des capteurs. Nous établissons des catégories, 50% d'adultes mâles qui ont besoin d'éducation, etc. Donc, tout ceci est visible et l'aspect innovation sociale, l'aspect consultation devient important parce que pour les besoins, il y a des financements. Il faut naturellement savoir où va l'argent et pour cela, on a besoin de collaboration, d'innovation sociale, de nouvelles approches. Pour moi, ce qui est important, c'est que la communauté soit impliquée dans la solution. Ce n'est pas une solution qu'on applique aux gens. Si on faisait cela, cela peut aussi ne pas fonctionner. Nous procédons à des consultations formelles sur le plan du logement, sur le plan du développement des villes. Il y a un processus de consultation. On interroge les sociétés d'économie sociale. On soutient également les entreprises locales. Il y a beaucoup de nouveaux emplois et aussi des pénuries sur le plan des compétences. Parfois, certains emplois ne sont pas suffisamment attirants, pas assez bien payés, etc. Nous procédons à des groupes de travail, interrogeons les gens, faisons des conférences. On essaye de voir quelles doivent être les étapes suivantes. Nous essayons de voir où sont les véritables besoins, par exemple les zones vertes. Cela peut aussi être frustrant pour les gens. Ça peut être une zone fantastique dont va parler la presse. Nous développons des balades, des tours de balade. C'est une solution partielle à tous ces problèmes. La consultation fait partie de la solution. La consultation signifie entretien avec la communauté et puis établir une cartographie pour la conception d'un tour, pour savoir ce qui est important, ce que les gens veulent intégrer dans un récit. Concevoir donc une carte, les entreprises sociales. Nous avons une entreprise sociale ici dans la salle. Donc les zones vertes, l'emploi, comment pouvons-nous créer quelque chose d'accessible? L'emploi, par exemple, par l'intermédiaire du centre communautaire local, c'est possible. Les espaces verts, les parcs. Si on voit par exemple des zones en friche ou s'il y a une agence de l'État dans une région, nous pouvons par exemple occuper un terrain pour y placer des ruches. Nous avons développé des business models, des modèles d'affaires. Nous avons également la capacité
d'avoir des possibilités de revenus. Et si vous avez des revenus, vous pouvez mieux concevoir un programme et vous pouvez intéresser davantage la communauté des entreprises locales si vous avez la possibilité de générer des bénéfices. Je pensais aux avantages d'une bonne évaluation et de bien évaluer les besoins. J'aime bien l'idée de tenir compte de l'environnement. J'aime bien l'idée des ruches, etc. Arkadish, j'aimerais vous interroger au sujet des besoins qui n'ont pas été satisfaits chez vous. Qu'est-ce que vous avez constaté? Comment avez-vous pu identifier les groupes et la manière de les aider? Et comment les programmes ont évolué avec le temps? Merci de l'invitation. C'est un honneur d'être ici. Il y a 4 ans, j'étais ici. Le 9 octobre 2019, nous avons été lauréats des Regio Stars. Le projet a été conçu et il s'est développé. Dans notre cas, mon organisation, qui est une organisation qui se déploie dans le cadre de projets de l'environnement, nous avons essayé de développer un programme. Lorsque on m'a parlé d'innovation sociale, je me suis dit c'est une histoire sans fin parce que le temps avance tellement rapidement et il y a beaucoup de changements, donc il faut se préparer à tout cela. En répondant à votre question, je dirais que c'est une expérience personnelle. Une personne importante dans notre région a dû être hospitalisée. De retour de l'hôpital, il n'a pas pu trouver de soutien, une assistance rapide. Il n'a pas pu trouver une personne qui pouvait l'aider. Et la famille ne pouvait pas s'en occuper. Tout le monde voulait l'aider, mais il ne savait pas comment, parce qu'il ne faisait pas partie du système. Il n'était plus à l'hôpital et son hôpital n'a pas expliqué à la famille comment prendre soin de lui. Et c'est devenu un problème. C'est devenu un problème pour beaucoup de familles qui doivent faire face à ce genre de situation, qui ont besoin d'assistance et d'aide. Et c'est la raison pour laquelle nous avons essayé de trouver des solutions. Tout a commencé par l'écoute. Nous avons 2 oreilles, il faut donc écouter. Nous écoutons ce que les gens nous racontent au sujet de leurs problèmes. Les personnes dans les services sociaux voient qu'il y a des problèmes et veulent faire quelque chose parce que c'était nécessaire. Donc, on nous a contactés, le centre régional de la Poméranie. Caritas est intervenu également, Caritas qui s'occupe des personnes handicapées et des vieilles personnes et qui ont un réseau. Ils nous ont invités, la Fondation de la science. Nous ne voyons pas les choses de la manière habituelle. Nous essayons de trouver des solutions aux problèmes. Il fallait faire quelque chose. Mais quoi?
Donc, nous avons essayé de voir quelle était l'expérience d'autres organisations qui se sont lancées dans ce type de projet. Nous avons essayé d'analyser les points forts, les points faibles, et nous avons aussi essayé de voir quel était le coût de l'aide. Et nous avons essayé de voir quelles sont les tendances au niveau des services sociaux, quels étaient les problèmes démographiques. Et nous avons commencé à interroger les gens. Et nous avons entamé une enquête nous-mêmes. Nous avons interrogé les personnes qui faisaient partie de familles ou qui appartenaient à des organisations de soins. Nous avons interrogé les maires, etc. Et ensuite, on a essayé de créer un outil avec 2 applications que nous avons testées. Lorsqu'on a eu la première application, on a pensé c'est merveilleux, c'est la meilleure application, mais ce n'était pas vraiment cela. En effet, lorsqu'on a commencé à tester l'application, on a constaté ce qui ne fonctionnait pas. On a constaté aussi ce qu'il fallait changer. Donc, la première chose à faire, c'est de parler du problème et essayer de trouver différentes solutions. Donc, ça se passait il y a 4 ou 5 ans. Mais le projet est toujours en cours. Et aujourd'hui, nous avons 2000 voisins qui sont des assistants pour leurs voisins. Nous organisons des formations, des groupes de travail pour essayer de former des jeunes et aussi les seniors. Nous avons 300 personnes qui ont testé notre application et notre portail pour qu'il soit sécurisé, qu'il fonctionne mieux. Et c'est pour cela qu'il est important de parler aux gens et de les interroger au sujet de ce qui se passe et de ce qui doit être amélioré. Actuellement, nous avons 90 actualisations du système. Comme vous l'avez vu à l'écran, c'est une pièce du puzzle d'un bon soutien. L'aide à portée de main. Le programme doit être très spécifique, bien sûr, mais doit aussi être adapté au lieu de vie et doit être aussi un système universel. Nous avons vu que cette application fonctionne bien. En changeant certains éléments de l'application, on a pu travailler avec d'autres outils. Vous avez mentionné le Covid-19. Nous avons pu gérer les travailleurs volontaires et leur donner accès aux personnes qui restaient à la maison. En changeant de langue, nous avons pu coordonner les volontaires, notamment des personnes qui viennent d'Ukraine, qui ont fui la guerre. L'application a donc un caractère universel et cela nous montre que nous avançons dans la bonne direction. C'est un outil seulement un outil. Mais grâce à cet outil, vous avez accès à des services. Il faut naturellement actualiser toujours cela.
Il faut parler et être partenaire de différentes organisations et de différents établissements. C'est très important. Il faut trouver les gens dont on a besoin. Donc, c'est une nouvelle technologie, des expériences personnelles. C'est important, cela. Ce n'est pas seulement un problème qui s'est posé chez nous, mais qui concerne toute l'Europe. Merci, Arkaditch. Je me souviens de 2019 et des prix qui ont été remis à cette occasion. Je voudrais revenir aux autres questions. Vous avez deux praticiens parmi nous. Qu'est-ce que l'Union européenne peut faire à son niveau, au niveau de la politique de cohésion, pour mieux soutenir les praticiens sur le terrain? J'ai parlé de l'agence du Fonds social européen. Les pratiques communautaires, les praticiens communautaires sont axés sur certains problèmes. Et cela est naturellement le point de départ. Il faut identifier d'abord le problème. Nous pouvons aider si on a identifié le problème. On peut voir si une solution a déjà été trouvée. Par exemple, ce qui a été développé en Pologne peut être appliqué partout. Cela devient naturellement un problème énorme à cause de la démographie. À cause de la démographie, nous avons besoin de soins de longue durée, mais nous pouvons aussi faire un travail prévisionnel. Je voudrais mentionner la recommandation concernant les conditions cadres pour l'économie sociale qui permet à des petites entreprises de l'économie sociale de se constituer. Ce sont des entreprises qui emploient des gens, mais qui aident aussi des gens. Les entreprises de l'économie sociale ont un potentiel en termes d'emploi. Il y a plus de 30 000 personnes qui travaillent dans l'économie sociale en Europe, mais le potentiel est beaucoup plus élevé. Il y a beaucoup de possibilités d'accroître le taux d'emploi dans ces entreprises, par exemple offrant des emplois à temps partiel et en augmentant la participation des femmes sur le marché et en aidant en même temps les personnes vulnérables. Donc l'effet est positif. Nous avons toute une série de projets positifs qui peuvent être une inspiration pour d'autres. Je suis heureuse d'entendre que ce sont des projets durables, c'est-à-dire que l'on continue même après le soutien. Nous avons par exemple ce projet des ruches, ce qui est positif pour l'être humain et l'environnement. Ce que nous faisons, c'est de développer une législation qui constitue un cadre qui établit des exigences minimales pour tous les États membres. Les États membres peuvent naturellement faire plus et faire mieux que ce qu'exige l'Union européenne. Nous avons nos limites pour imposer des choses, mais il ne s'agit pas seulement d'une question de financement et de budget. Il faut que les gens soient à leur place au bon moment et la communauté locale doit les soutenir, car tous ces projets commencent par le bas. Il y a un problème local qui est identifié, des gens se rencontrent pour résoudre le problème et pour impliquer des gens pour trouver une solution. C'est sans doute le résultat le plus positif de ce genre de développement. Alors, nous allons passer à la deuxième partie de notre discussion qui concerne la transférabilité des solutions. Parce que il est toujours plus intéressant d'être efficace. On ne veut pas réinventer la roue sans cesse et travailler sur la mise au point de quelque chose que le voisin a déjà fait.
Alors, donc, le deuxième volet de ce débat concerne la mise en œuvre des projets d'innovation sociale. Nous avons parlé de l'identification des défis, mais maintenant nous allons parler des leçons tirées de l'impact à long terme et de la transférabilité des solutions. Nous tournons à nouveau vers Slido. Aucune question pour la première partie de la discussion, mais je suis sûre que vous gardez vos questions pour la deuxième partie de la discussion. Et nous allons commencer par un petit sondage, donc tapez slido.com, EU Regions Week. Que pensez-vous qui est essentiel pour que l'innovation fonctionne bien? Alors, je ne sais pas, un leadership de qualité, la motivation, les compétences, ce sont autant d'éléments importants. Austin, qu'est-ce que tu dirais? Je pense que la collaboration, moi, je pense que c'est évident, mais que tout ne tourne pas forcément autour du financement. Je pense qu'il faut un cadre et soutenir ceux qui sont intéressés. J'ai jeté un coup d'œil sur le programme qui a été présenté tout à l'heure par Arkadiusz. Nous avons quelque chose de similaire en Irlande, mais à un stade beaucoup moins avancé. Et je crois qu'il serait intéressant d'avoir la conscience de l'existence de ces programmes. Parce qu'ainsi, on sait que l'on pourra répondre à des besoins. Et le fait d'avoir accès à une expertise existante est évidemment un grand atout et ça permet aux entreprises sociales de réussir et d'être efficaces. Très bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que nos responsables de ce programme sont partis à l'étranger et leurs familles, leur mère, leur père sont restés chez eux, à la maison. Ils voulaient savoir ce qui se passait. Et c'est ainsi qu'ils ont mis au point cette application pour savoir comment ça allait à la maison. Et donc, ils ont créé cette application d'aide de voisinage. Et donc, je me souviens que une des premières informations que j'ai reçues à propos de ce programme, c'est que de nombreuses personnes partent à l'étranger pour trouver un emploi. Et de nombreuses personnes âgées et de nombreux proches plus âgés restent à la maison. Et c'est la raison pour laquelle nous estimions qu'il était très important de faire en sorte que quelqu'un s'occupe de ces personnes, parce qu'on sait très bien qu'ils nous appellent. Ils appellent pour savoir si tout va bien à la maison. Et c'est ainsi qu'on a pensé à cette application qui peut être très adaptable parce que la technologie est sans frontières et que quasi tout le monde a un téléphone portable. Et puis, il y a la question de la langue, mais ce n'est pas une difficulté et cette application peut être extrapolée en Allemagne, en Irlande ou en France. Et vous utilisez quelque chose que les gens ont pour la plupart. La plupart des gens ont un téléphone, donc ça ne va pas augmenter le coût. Oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce qui est essentiel, selon moi, en matière d'innovation sociale? À mes yeux, quand j'en parle avec ma fondation et mes partenaires, je crois que ce qui est important, c'est d'avoir un système. Beaucoup de bonnes choses se passent en dehors du système, mais lorsque ces choses rentrent dans le système, justement, eh bien, toute l'approche se professionnalise et c'est beaucoup plus efficace. Mais si on introduit quelque chose de bon dans le système, eh bien, on gagne en efficacité et en puissance. Donc, on parle de politique sociale forte et les gens, people. Je vois passion qui apparaît à plusieurs reprises. On parle de preuves, de visibilité, de co-création, d'idées, d'engagement permanent. Donc, autant d'idées qui vont dans le même sens.
Bon, alors c'est peut-être très ennuyeux, mais on pourrait aussi mentionner les rapports de faisabilité sur l'innovation sociale. Alors, l'innovation sociale vient de l'expérience personnelle ou du cœur. Il faut travailler sur la visibilité, mais il faut que le modèle soit durable. Et donc, le modèle qui est mis en place doit pouvoir générer des recettes. Parfois, l'innovateur social est quelqu'un qui est aussi un disrupteur. Mais il faut surtout veiller à avoir un plan d'affaires et à avoir les moyens d'atteindre son objectif à long terme. J'adore cette touche de réalisme que vous ajoutez dans ce débat passionné. Oui, effectivement, il faut être efficace et avoir un modèle d'affaires. Alors voyons, une autre question. Qu'est-ce qui est le plus difficile lorsqu'on met en œuvre l'innovation sociale? Est-ce que c'est l'absence d'un modèle commercial ou d'un plan commercial? Ce n'est certainement pas un manque d'implication, un manque d'engagement. Qu'en pensez-vous? Quelle est la principale difficulté? Moi, je pense que l'idée de l'innovation sociale consiste à tester, à mettre au point de nouvelles méthodes ou solutions, et puis à passer à l'échelle supérieure. Donc, évidemment, l'idéal, c'est que ces solutions deviennent une politique et s'inscrivent dans un système national. Ça, c'est l'option idéale. Alors, je pense que petit à petit, on y arrivera avec les politiques. L'année dernière, on a adopté la stratégie sur les soins à long terme, qui identifie les besoins futurs dans ce domaine. Le vieillissement touche toute l'Europe. On aura de plus en plus besoin de soins de longue durée, y compris pour des personnes qui ne sont pas spécialement très âgées, mais qui ont besoin d'être aidées pour différentes raisons. Et elles auront besoin de quelqu'un qui reste chez elles, avec elles. Donc, un assistant social qui sait aussi comment s'occuper d'une personne malade, parce que ce n'est pas facile non plus. Donc, il faut faire en sorte que ces structures sociales s'inscrivent progressivement dans le système officiel de soins de santé. Dans cette stratégie de soins à long terme, nous avons également réfléchi sur le statut de ces personnes. Nous nous demandons comment elles pouvaient bénéficier de la sécurité sociale, puisque ce sont des personnes qui travaillent, elles devraient pouvoir bénéficier de la protection sociale. Ce qui est le plus compliqué lorsqu'on met en place l'innovation sociale, c'est mesurer, effectivement, il est important d'évaluer ce qu'on a fait, mais le plus difficile, c'est de continuer. Même si ce n'est pas encore une politique nationale. Donc de continuer, de persister. Parce que je pense que la majorité des projets d'innovation sociale s'appuient sur des idées excellentes. Les résultats sont très satisfaisants, mais le défi consiste à faire vivre ces projets après l'épuisement du budget de financement, de la subvention. Donc voilà. Le premier mot que j'ai vu apparaître à l'écran, c'était la résilience. Et je crois que la résilience, c'est essentiel. Alors bien sûr, il y a le financement, la durabilité, le financement à court terme, la pérennité à long terme. Mais mesurer l'impact, ça semble être la principale difficulté. Et puis, il y a une autre question que je voulais vous poser de toute façon. Quel est l'impact sur les zones ou sur les régions auxquelles vous vous êtes intéressé? Est-ce que la perception de ces régions par l'extérieur a changé? Et est-il difficile de mesurer ce changement? Parce que manifestement, c'est difficile. Excellente question. Alors, l'impact de nos entreprises sociales, l'impact primaire pour commencer, se constate au niveau de cette zone et au niveau des guides, au niveau des apiculteurs.
évidemment, l'impact au niveau des participants au programme sera forcément limité par la taille du programme. Bon, évidemment, ça ne va pas changer l'ensemble du système. Mais je pense que nous avons eu beaucoup de chance avec ces entreprises sociales. Nos guides ont pu accueillir la commissaire, Madame Ferreira, et d'autres personnalités de haut niveau, des décideurs, des politiques et de nombreux touristes. Et nos visites guidées visent à aider ceux qui sont de ce quartier à organiser des visites guidées et à faire découvrir des quartiers où l'on ne se rendrait pas. Vous savez, quand vous allez à Dublin, vous allez voir le site Guinness et 2 ou 3 autres monuments, mais vous n'allez pas voir le reste. Donc je pense que notre impact clé, c'est faire changer la perception du public et surtout la perception des décideurs par rapport à ces quartiers. Et ceci établit un lien avec d'autres projets que nous menons. Nous avons réalisé un certain nombre de sondages sur les conditions de logement. Et suite à ce sondage, nous avons proposé un projet de régénération de certains quartiers. Nous avons donc fait le bilan du niveau des logements. Il y a 1 ou 2 projets qui ont été concrétisés. Bon, évidemment, tout cela peut coûter très cher, mais évidemment, il y a de nombreux quartiers qui doivent être restaurés. Mais en donnant un visage à ces gens qui habitent dans ces quartiers défavorisés, je crois que nous avons vraiment la possibilité de faire en sorte que ces projets de nos quartiers attirent l'attention, afin que les gens sachent que ces communautés existent, que ces personnes ont des besoins. Donc voilà l'impact réel de ces visites guidées, par exemple. Il en va de même pour l'apiculture. On adore tous le concept de l'apiculture en ville, y compris dans notre ville à Dublin. Nous avons également un projet d'activité extrascolaire avec 160 enfants. Anthony, on a déjà entendu parler. Anthony donc a montré comment ça fonctionne à une vingtaine d'enfants. Alors c'est bizarre peut-être, mais tout cela permet de modifier la perception qu'ont les gens de tel ou tel quartier défavorisé. Et cela nous permet aussi d'établir un dialogue sur les espaces verts dans les quartiers. Il y a une zone que nous utilisons comme zone pour donner des cours à l'extérieur et nous essayons d'impliquer des entreprises. Nous avons également un modèle d'hébergement de ruches pour encourager les entreprises à faire placer des ruches sur leurs toits en soutenant simultanément les quartiers défavorisés. Nous organisons aussi des cours d'apiculture. Nous essayons aussi d'ouvrir l'accès aux toits dans les villes, des toits qui existaient depuis longtemps mais qui n'étaient pas exploités. Alors comment mesurer tout cela? Alors, je pense qu'il y a des approches qualitatives, des approches quantitatives, mais nous essayons surtout de faire la publicité des résultats. La régénération de certains quartiers nous permet d'obtenir des fonds que nous pouvons ensuite utiliser pour décupler
l'initiative. Andiouche, j'ai une question aussi en ce qui concerne l'impact à long terme, mais également, j'aimerais savoir si vous avez tiré des leçons sur le plan technologique. Comment avez-vous pu profiter de ce projet pour favoriser l'intégration sociale? Merci. Notre innovation à long terme démarre lorsqu'on accorde les prix Regiostar. Bon, c'est 5 minutes de gloire, évidemment, mais après, il faut travailler d'autant plus dur parce que tout le monde a les yeux rivés sur vous. Mais tout cela montre que les entreprises savent qu'on existe, notamment UBS, qui est venu frapper à notre porte. UBS, donc cette grande banque suisse, qui a vu notre demande et qui nous a invités à discuter avec nous, à discuter avec eux. Ils nous ont proposé une trentaine d'informaticiens pour travailler sur leur responsabilité sociale des entreprises, sur leur RSE. Et pendant un certain temps, ils nous ont aidés à améliorer la sécurité de nos systèmes et à gérer nos systèmes pour être plus utiles. Il n'y avait donc pas que nous. Ensuite, il y a une entreprise suédoise qui nous a aidés en proposant de nouveaux outils qui soutenaient cette application. Donc, de plus en plus d'institutions et d'entreprises ont voulu nous aider parce qu'ils ont constaté que ce que nous faisions était bien et parce qu'elles voulaient faire quelque chose avec nous. Elles ont vu que ce que nous faisions était important et elles voulaient se joindre à l'initiative. Et c'est la raison pour laquelle nous avons développé cette application qui fonctionne désormais sur les téléphones, mais également avec des bracelets qui permettent d'envoyer des messages d'alerte à une équipe de sauveteurs. Il y a également des capteurs qui permettent de mesurer certains paramètres vitaux. Il y a aussi l'intelligence artificielle, bien entendu. Intelligence artificielle qui permet de savoir que quelque chose ne va pas. Nous avons aussi mis au point des dispositifs qui permettent de rendre les logements intelligents. Ceci afin d'avoir davantage d'informations sur la personne qui pourrait avoir besoin d'aide. Avec nos partenaires, nous avons également créé des systèmes de réhabilitation avec certains équipements. Dans notre région, nous avons créé différents centres où on peut louer du matériel de remise en forme. Nous collaborons aussi avec des centres qui proposent des logements où les personnes âgées peuvent se remettre après un séjour à l'hôpital, par exemple. Parce que parfois, ces personnes ne sont pas en mesure de rentrer chez elles. Ces personnes doivent se reposer, doivent recharger leurs batteries. Donc, ces appartements de transition, nous en avons 7. Alors, ils coûtent cher, certes, mais ils jouent un rôle important.
Et tout cela montre, enfin, tout cela, nous l'avons fait parce que nous constatons que les personnes qui rentrent à la maison et qui sont seules 24 heures sur 24 se fatiguent énormément. Donc nous leur proposons ces logements, ces appartements de transition. Autre chose que nous avons créé, ce sont des partenariats avec d'autres organisations. Chacun d'entre nous a sa propre tâche, mais nous travaillons tous avec le même objectif en tête. Ce qui est important, selon moi, et je viens de m'en souvenir, c'est que nos partenaires, donc les municipalités, avec lesquels nous avons commencé à travailler en 2019, sont au nombre de 50. Il y a des petites et de grandes municipalités. Le projet s'est terminé, mais ces municipalités ont continué à coopérer avec nous et continuent à utiliser le programme. Et cela montre que ce programme est important et pratique. Parce que si un système n'est pas pratique, on a tendance à le mettre de côté rapidement. Et des applis et le système fonctionne bien. En effet, maintenant, notre système compte plus d'1 million d'heures de travail, donc d'heures d'aide entre voisins, d'aide prodiguée par des assistants médico-sociaux ou autres. Et cette application sert à gérer les services sociaux de manière plus simple, plus efficace et plus rapide. Mais il y a un autre volet de l'application, c'est le volet qui concerne les personnes qui souhaitent aider. Ça fonctionne toujours après 3 ans. Nous continuons à développer cette application et les nouvelles technologies que nous utilisons. Nous savons qu'elles sont utiles. Nous savons que cette application renforce les relations interpersonnelles. L'objectif n'est pas de déshumaniser la relation. C'est un outil qui permet de renforcer les relations entre les gens. Merci beaucoup. Je pense que vous avez répondu à une des questions que nous avons reçues. Alors je sais que le temps passe et je vais conclure avec 2 petites questions que nous avons reçues sur Slido. La première question est posée par Ben Hardy. Avec de telles pénuries de compétences dans l'Union européenne, y compris dans les compétences vertes, est-ce que Robert Emmert pourrait collaborer avec l'industrie pour identifier les compétences nécessaires et mettre en place des formations? Excellente question. Nous venons de terminer un programme appelé Emploi pour la vie. Et ça s'est terminé la semaine dernière. Ça a duré 6 à 7 semaines. Ça a été mené avec Diageo, une grande entreprise qui produit des boissons, dont la fameuse Guinness. Et c'est un exemple d'une entreprise qui est venue vers nous en nous disant que nous soutenions les gens et qu'eux manquaient de personnel, qu'ils recherchaient des travailleurs et ils nous ont demandé comment on pouvait travailler ensemble. Donc ça, c'est clairement des initiatives que nous pouvons développer. Donc nous avons nos propres trajectoires avec cette initiative qui concerne les ruches et les balades guidées. Mais nous pouvons développer un modèle qui est réplicable et nous expliquons aussi aux entreprises qu'elles n'arrivent pas à pourvoir certains postes parce que le salaire est trop faible. Donc, nous leur proposons d'offrir un salaire un petit peu plus élevé pour trouver quelqu'un, surtout lors de l'année des compétences, dit Jennifer.
Alors, Adriana, une question d'Abdoul. Est-ce que le FSE inclut toutes les diversités et en particulier les réfugiés qui sont arrivés en Europe? En fait, un des objectifs du FSE, c'est l'intégration sociale des migrants, des réfugiés en Europe. En effet, on a parlé de la pénurie de compétences, mais il y a une pénurie d'emplois aussi. Nous n'avons pas suffisamment de personnes pour former, pour réorienter aussi. Nous savons qu'il y a des gens qui doivent trouver un endroit où ils pourront s'épanouir mieux. Et donc, il faut assurer l'accueil avec le Fonds pour la migration, mais faire en sorte aussi que ces personnes comprennent qu'elles ont un potentiel, qu'elles ont des connaissances ou des compétences ou qu'elles acquièrent des compétences supplémentaires pour être des membres à part entière de la société. Cela passe par une formation, par le fait de pouvoir mettre ses enfants à l'école, et c'est un droit en soi qui existe partout en Europe. Ces personnes devraient avoir le droit de s'établir en Europe, et le Fonds social européen favorise l'intégration sociale des réfugiés. Donc, c'est ce qui est au cœur de l'innovation sociale, n'est-ce pas? Oui. Merci beaucoup pour toutes vos réponses. Merci pour vos questions. Je vois une autre question de Johanna qui demande quel est le principal obstacle qui empêche les solutions en matière d'innovation sociale de devenir des solutions générales. Voilà une belle question, j'en suis sûre. Les organisateurs en prendront bonne note en prévision d'autres panels, et on en discutera certainement sur la scène très bientôt. Je vous invite à applaudir très chaleureusement nos orateurs. Et évidemment, continuez à bien travailler. Alors encore quelques mots et quelques considérations logistiques. Dans 1 heure, à 19 h, ici, dans cette même salle, nous allons accueillir une autre cérémonie de remise de récompense, le prix Megalitsi Nayelsi. Et ensuite, il y aura une séance de dégustation au cours de laquelle vous pourrez discuter avec vos collègues et réseauter. Merci de nous avoir rejoints. N'oubliez pas de partager vos expériences et vos impressions en utilisant le hashtag EU Regions Week. Merci.